Bonjour et bienvenue au 13h, le sommaire. Après les ressortissants de l'Ouest et du Grand Nord, ce sont les fils Sawa du Vouri qui dénoncent les actes de la brigade anti-Sardina à l'étranger. Leur message, porté par le ministre de la Justice Laurent Esso, exprime également leur soutien à l'endroit du président Paul Biya. Des milliers de sacs de charbon de bois sortent chaque mois d'Abandoum dans la région de l'Est. Comment se déroule cette activité? Qui l'organise? Des réponses dans ce 13h. Voilà pour la une. Merci de rester des nôtres. Incendie ce matin au quartier Aqua à Douala. Un incident survenu dans un ancien casino en réfection. Le feu serait parti d'une mauvaise manœuvre des techniciens qui manipulaient un produit inflammable. Des sapeurs-pompiers sont descendus sur les lieux et ont pu limiter les dégâts. Nous reviendrons sur cette actualité. Les ressortissants Sawa du Vouri ont posé un acte fort dans les services du gouverneur de la région du littoral. Ils ont signé ce qu'il convient d'appeler la déclaration du Vouri, un condensé de dénonciation des actes de la brigade anti-Sardinard et de soutien sans faille au président Paul Biya. Suivons plutôt ce reportage de Marc Chouamo et Guy Fotso. Des signatures au bas d'un document. Voici présentée la déclaration du Vouri, un acte fort des ressortissants et élites Sawa du Vouri réunis ce jeudi dans les locaux du gouverneur de la région du littoral. Ils s'insurgent contre les actes de la brigade anti-Sardinard, lesquels ont perturbé récemment le séjour du chef de l'État en Suisse. En porte-étendard des ressortissants de sa communauté, Laurent Esso, ministre d'État, réaffirme le soutien envers le chef de l'État. Nous venons vous dire, monsieur le gouverneur, que sans faille et sans faiblesse, nous, ressortissants Sawa du Vouri, ainsi que nos chefs traditionnels, soutenons le président de la République, son Excellence, monsieur Paul Biya. Nous venons vous réaffirmer, monsieur le gouverneur, que nous soutenons tout ce que le président de la République, son Excellence, monsieur Paul Biya, a entrepris et continue d'entreprendre pour ramener la paix dans toutes les régions du Cameroun fortement détruites. Chefs traditionnels Sawa, ressortissants et élites Sawa du Vouri ont chargé le gouverneur de la région du littoral de transmettre cette déclaration du Vouri au président de la République. C'est également au nom du vivre ensemble et au maintien de la paix que les chefs Sawa ont tenu à être présents. Le Ngondo a toujours été pour la stabilité des institutions. Et dans cet esprit-là, chaque fois qu'il est question d'œuvrer pour la paix, chaque fois qu'il est question d'exprimer cette nécessité qu'il y a d'aller dans le sens de vivre ensemble que les Sawa ont toujours prouvé. Je veux dire que ce qui est la caractéristique et la particularité des Sawa, c'est que tout le monde le sait. Ils ont toujours été dans ce facteur d'hospitalité. Après d'autres communautés du Cameroun, les fils et ressortissants Sawa du Vouri comptent également à leur tour bloquer la voie aux agissements de la basse. Autre actualité, Ibrahim Bombonjoya vient de réagir à la polémique autour de sa participation au meeting du 20 juillet prochain à Bafoussam. Le chef de la délégation départementale du comité central du RDPC à l'Ouest confirme sa présence et appelle tous les militants à se mobiliser pour la réussite de l'événement. Nous y reviendrons. À Bomban, dans la région de l'Est, c'est le nettoyage de la viande qui fait le bonheur de certains jeunes. Ils utilisent le gaz butane pour exercer cette activité au grand bonheur des ménagères qui apprécient plutôt la rapidité. L'île Piedjou, Kizito Komaï. 6 heures du matin. Calvin Ancon a 1 heure de plus devant lui avant de regagner son poste à la commune d'Abomban dans le Oignon, région de l'Est. En attendant 7 heures, il s'occupe à boucaner son poulet, une activité qu'il exerce passionnément au quotidien. L'activité que nous menons, ça fait partie des activités comme les autres et ça paye aussi.
Puisque comme nous sommes d'abord les agents communaux, ça nous permet qu'avant que la fin du mois arrive, qu'on puisse un peu se battre au quartier en faisant cette activité. Direction marché d'Abomban. Boucaner la viande de brousse ou la volaille à l'aide du gaz est une activité rentable et très courue. L'idée, partie d'un jeune, attire de plus en plus des sans-emploi. C'est le cas de la seule dame du groupe. Au début, je ne sais pas là où il avait triché cette manière de nettoyer la viande, mais sinon ce qu'il avait fait, c'était bien, puisque quand il est venu ici à Bomban, il a commencé à faire cela et moi, j'ai imité. Après, au fur et à mesure, les autres frères nous ont retrouvés et comme ça que vous nous voyez en train de nettoyer la viande là. Je préfère ici parce que je travaille d'abord. Je suis commis de pharmacie à l'hôpital de district d'Abomban. Et entre-temps, avant d'aller au travail, puisque ma relève c'est à 8 heures, je dois d'abord faire mon marché et mon avantage c'est que ici est plus rapide. Parce que je dois d'abord apprêter tout avant d'aller au travail. Et puis rentrer, venir préparer même le lendemain pour faire bouillir. C'est ça mon avantage. Je les encourage. Ça diminue le chômage. Oui, de continuer. Le fait de boucaner la viande de brousse à Abomban n'est plus une affaire de tradition. Il faut avoir des moyens financiers. Pour le poulet, c'est à partir de 200 francs. Les espèces fauniques non protégées varient selon la taille de l'animal. Le boucanage est une méthode de conservation de la viande et autres espèces carnées qui consiste à les fumer pendant de longues heures pour mieux les consommer. Du fait de l'industrialisation, la dégradation des particules organiques rejetées dans les lacs et les rivières représente un réel problème pour l'écosystème aquatique et les hommes. Un pharmacien camerounais propose une solution qui passe par les monoparticules des feuilles de patate. Et on en parle avec Robert Itok et Thierry Nana. Le rejet des colorants organiques venant des industries, aussi bien testés que non dans les masses d'eau telles les lacs ou les rivières, sont devenus un problème de santé publique suite à leur fort degré de pollution. Comment traiter ces affluents de manière à protéger l'écosystème? Le désormais docteur Valérie Michel Edouard, dans sa thèse, propose des pistes de solutions. Je me suis tourné vers cette thèse parce que les colorants ont beaucoup d'impact négatifs sur la santé, sur l'environnement. Alors je me suis dit avec les nouvelles technologies de ce jour, il était question pour notre pays d'évoluer et d'aller à la même vitesse que les pays européens. Alors je me suis tourné vers cette synthèse verte qui est à la fois rapide, facile, simple, moins coûteuse et qui permet de dégrader les colorants sans toutefois avoir des produits qui seront eux encore nocifs pour la santé et l'environnement. Nous sommes à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala. La dégradation des colorants organiques à base des monoparticules synthétisées à partir des feuilles de patates savait être une solution à la disparition des écosystèmes aquatiques et même de l'assèchement des lacs et des rivières dû à la pollution. La mention très honorable a sanctionné les travaux du docteur Valérie Michel Edouard. La situation sécuritaire du Cameroun préoccupe la Suisse. Allons retrouver Karel Mezacha-Choya du côté de Yaoundé pour en parler. Bon après-midi Karel. Vanessa Melakamde, madame, messieurs, bon après-midi. Eh bien, vous l'avez dit, Vanessa, la tension sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ne laisse pas indifférent l'ambassadeur de Suisse au Cameroun qui, lors de la fête nationale de ce partenaire historique, a réitéré le soutien de son pays pour la résolution de cette crise. Il l'a confirmé devant un parterre d'invités conviés pour la circonstance. Les précisions dans ce sujet réalisées avec le concours de Serge Alain-Sibou. Riche et très variée. Les relations bilatérales entre la Suisse et le Cameroun sont anciennes, riches et très variées. Échanges économiques, projets de développement, aide humanitaire, migration, formation,
Sécurité humaine sont entre autres grands domaines sur lesquels les deux pays travaillent en étroite collaboration. Parlant justement de la sécurité humaine, l'ambassadeur de ce partenaire historique lors de la fête nationale de la Suisse, ce 18 juillet à Yaoundé, s'est penché sur la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, devant un parterre de personnalités camerounaises et étrangères. La Suisse essaye d'appuyer les parties pour arriver à un dialogue, ce qu'on appelle techniquement la facilitation. Voilà le troisième domaine où nous sommes actifs. Cette coopération s'appuie en outre sur les travaux de construction des infrastructures et le secteur agroalimentaire. Si je regarde les entreprises, il y a une trentaine d'entreprises suisses actives au Cameroun. C'est surtout dans le secteur agroalimentaire, mais aussi nous avons d'autres secteurs, par exemple le secteur de la construction, le ciment. Mais bien sûr, la Suisse est connue pour son excellence dans le domaine des transports et l'énergie. Là aussi, nous pouvons faire des choses ensemble. Quoi de mieux qu'un toast pour sceller cette belle amitié? Pratiquement une semaine de formation et les personnels du ministère des marchés publics sont désormais mieux outillés en matière de rédaction administrative, de technique et des nouveaux outils acquis grâce à l'expertise de l'École nationale d'administration et de magistrature. Au sortir des travaux, les apprenants disent être mieux outillés, disent avoir renforcé leurs capacités en la matière. Je vous propose justement d'écouter Mahamat Alamine, qui parle au nom de ses camarades qui ont pris part aux travaux. Il s'exprime au micro de Luc Mvando. D'abord, en ce qui concerne l'éthique et la déontologie administrative, et certainement les organisateurs se sont rendus compte de la décadence de ces valeurs-là au sein de notre administration. Ils ont donc tenu à nous rappeler les canaux dans ce domaine-là. La deuxième chose, c'était en ce qui concerne la rédaction administrative avec la lettre administrative, les différentes notes, bref, les canons, toutes choses qui nous permettent de pouvoir, n'est-ce pas, utiliser ces outils-là comme il faut. Et sur un autre plan, cette formation nous a permis de revoir nos rapports avec notre hiérarchie. On parle de formation depuis ce matin à Yaoundé. Les gestionnaires des forêts communautaires sont à l'école du système de vérification de la traçabilité du bois au Cameroun. C'est à la faveur de la deuxième phase de l'atelier relatif ouvert dans la cité capitale. Une trentaine de participants prennent part à cette assise. Les précisions avec Alain Gislain Kanga et Luc Mvondo. Les entreprises forestières à exercer dans les règles d'exploitation du secteur forestier. C'est l'objectif de cet atelier du projet mise en œuvre du système de vérification communautaire de la légalité des bois des forêts rendu à sa phase 2. Ce jour, à Yaoundé, les gestionnaires de forêts ont été formés sur l'arsenal juridique encadrant sa gestion. Aujourd'hui, le niveau où nous sommes nous permet déjà de savoir qu'est-ce que la grille de légalité. Qu'est-ce que nous devons d'abord avoir comme documentation pour prétendre commencer à exploiter? En plus de cela, il y a le système de traçabilité. Nous savons maintenant qu'avant d'abattre un bois, il y a un certain nombre d'opérations préalables qu'il faut d'abord faire. Les participants ont également eu un appui technique dans la réalisation des inventaires, cette fois géoréférencés. Il doit être fait de sorte que chaque fois qu'on voit une pièce de bois en circulation, on doit être capable de retourner à sa source, de retourner dans la forêt où vient cette pièce de bois. Donc nous avons mis en place au sein de ces forêts communautaires des brigades d'inventaire constituées vraiment des communautés et qui ont désormais la capacité elles-mêmes de conduire les activités d'inventaire dans ces forêts. Les gestionnaires ont été invités à ne pas perdre de vue le caractère business social de leur activité en générant dans un premier temps des bénéfices afin de les réinvestir.
Au-delà de cet appui ponctuel, il est envisagé de mettre en place une équipe permanente d'accompagnement des forêts. Le ministère des Finances fait les rodages pour la période transitoire dans l'actionnariat de la BISEC. Hier après-midi, Louis-Paul Motazé a reçu en audience Boris Joseph, le directeur général de la BISEC International, deuxième groupe bancaire français, actionnaire majoritaire de la BISEC. Les deux hommes ont évoqué les modalités du départ de BPCE International de la BISEC. Le groupe français qui détient 68,5% des actions de la première dans le premier réseau bancaire du Cameroun va céder sa place à un autre. L'État veut notamment s'assurer de la stabilité du personnel et l'épanouissement de l'ensemble des collaborateurs de cette banque. Écoutons les propos rassurants de Boris Joseph au micro de Serge Alain Sibo. Dans le cadre des bonnes relations avec nos autorités, je rends bien évidemment visite au ministre des Finances et nous discutons bien évidemment du processus d'évolution de l'actionnariat de la BISEC sous sa haute bienveillance. Je crois qu'en tout cas au niveau technique et administratif, les choses avancent bien. Bien évidemment, encore une fois, avec l'aide des autorités camerounaises et régionales. Nous en sommes très heureux, nous sommes dans le bon calendrier et nous pensons que les choses vont donc aboutir dans de bonnes conditions. Toujours dans le registre consacré à l'information économique, l'exécution des marchés publics dans le département du Mbambekim avance à pas de tortue. Le comité départemental de suivi pour inverser la tendance a organisé une séance de travail tout récemment avec les autorités. Sorel Mbo pour plus de précisions. Le financement des budgets d'investissement des projets en TUI dans le département du Mbambekim ouvert depuis 2016. Le comité départemental de suivi et les communes ont interpellé jeudi 18 juillet les acteurs impliqués dans la chaîne des dépenses des marchés afin que les bons de commande soient exécutés. Spécifiquement pour parler du Mbambekim, il faut savoir que tous les acteurs impliqués dans la chaîne doivent faire preuve de résilience parce que nous savons les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Vous savez les crises auxquelles le Cameroun fait face parce que je crois que sur le plan macro, personne n'est sans ignorer les crises sécuritaires et tout ce que le Cameroun vit aujourd'hui qui n'est pas de tout repos, qui n'est pas une sinecure. La deuxième séance du comité de suivi du BIP dans le Mbambekim, en tas de référentiel en 2019, a obtenu un taux de réalisation de 1,44%. Une lenteur qui pousse le comité à se rattraper. Pour le projet 2019, nous pouvons retenir que le Mbambekim est en retard dans le cadre des exécutions physico-financières, y compris même au niveau de l'exercice de fonctionnement des services administratifs. Nous nous sommes fixés un objectif de pouvoir rattraper le cap d'ici au 30 septembre plus tard. Il sera maintenant question de relancer l'autorité de coordination par le biais du préfet du Mbambekim pour pouvoir interpeller les intervenants de tous les corps de l'État afin d'accélérer et de réactiver les travaux dans les différentes communes. Préserver, sauvegarder, conserver et promouvoir le rite Mboman de Mebarkono, telle est l'ambition du livre qui porte le même nom qui vient d'apparaître à Yaoundé. L'ouvrage de Bertin Okola et Toga fait l'objet d'une dédicace à laquelle on prépare nos reporters Ghislain Pierre et Sono et Jean-Bernard Tagneux. Il fallait y penser non seulement à la préservation, mais aussi la promotion de ces rites dans l'espace socio-culturel des peuples de la forêt et précisément les Mebarkono, soit un lignage bâti ayant franchi la Sanaga. Il prendra le nom Ewundo lors de la colonisation européenne. À cette époque-là, souligne l'auteur, il sera fait conciliabule entre chefferie coutumière appelée Zomloat et la chefferie administrative, notamment avec les auxiliaires de l'église catholique qui est au Cameroun. La richesse culturelle est contenue dans cet ouvrage, les Mebarkono, un rite singularisé. À l'époque ancestrale, était un rassemblement des initiés et des notables d'une contrée qui traitaient les problèmes de leur environnement. Il avait un penchant pour des choses mystiques et
prévoyait la mise en place des interdits et puis le rétablissement de l'ordre social. Mais Barkounou est aussi constitué des résidus lignagés Maka, Bakoko, Vut, Tika ou Fang. Preuve, s'il en était encore besoin, il existe une corrélation des langues nationales, pré- et post-Sanaga. Illustration. Quand on pluralise, ça devient Mdjang. On a toujours dans la main noire, à Mdjang, la racine Djang est là. Nous avons dans la main noire une danse qu'on dénomme Samba. Qu'on dit chez nous à Samba. Vous avez dans la Miji une danse inventoriée lors du festival de l'année de Aujourd'hui, ces peuples se recrutent dans les clans Vok et Soma, Vok et Banda, Vok et Kuzu, pour ne citer que cela. L'expertise israélienne convoquée dans la médecine camerounaise, 55 chirurgiens camerounais viennent de bénéficier d'une formation de 3 jours à l'hôpital central de Yaoundé. Une formation qui va donc leur permettre d'agir en situation de catastrophe, d'agir de manière prompte en situation de catastrophe. C'est ce qu'ont décidé donc de faire les formateurs qui sont venus tout droit d'Israël outiller les Camerounais en la matière. On en parle avec beaucoup plus de précision avec Arnaud Ngefak et Serge Alain-Sibo. Ils sont médecins, chirurgiens pour la plupart, agglutinés autour d'un schéma didactique construit pour la circonstance. Au milieu, un maître israélien explique les contours d'une série d'interventions chirurgicales en situation de catastrophe. Exercice de fin d'une formation de 3 jours tenue par 10 experts venus d'Israël à 55 chirurgiens camerounais. L'initiative est encouragée par les gouvernements français et allemands, ici représentés par leurs diplomates. Lieu choisi pour la formation, hôpital central de Yaoundé. L'hôpital central a accueilli un certain nombre de situations d'urgence, en commençant dans le passé par la catastrophe d'Ensam, jusqu'à tout récemment la catastrophe des Eka, sans compter les hécatombes que nous avons sur nos routes, dans nos routes, et les accidents de la ville, les mototaxis, etc. Gérer ces accidents n'est pas toujours évident. Les participants sont issus des 10 régions du pays. Formation centrée sur la chirurgie en situation d'urgence. Beaucoup de connaissances transmises. Non seulement des connaissances, mais des aptitudes et attitudes qui vont modifier nos pratiques dans les jours à venir. Nous avions beaucoup appris, puisque ce n'est pas dans nos habitudes. Déjà, les catastrophes, ce n'est pas tout le temps chez nous, mais il est important d'avoir une idée de comment les gérer. L'Israël a choisi les meilleurs de ses chirurgiens pour capaciter les Camerounais au nom de la relation d'amitié qui lie les deux pays. Oui, cette formation est particulièrement importante aujourd'hui du fait des crises qui secouent le Cameroun et donc des blessés qui ont besoin de traitement dans le domaine de la chirurgie d'urgence, mais aussi bien sûr pour les accidents que nous voyons tous les jours, les accidents de la route, de moto, etc., où l'expertise que ces chirurgiens peuvent amener ici est pertinente. La cérémonie de remise des parchemins est présidée ici par le secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique chargé des pandémies et des épidémies. Intéressons-nous à présent au 25e anniversaire de la libération du Rwanda et on en parle avec vous du côté de Douala, Vanessa Melakamdem. Bon week-end. Effectivement, Karel Mezachachoya, mais avant de parler de cet anniversaire, on se rend à Bertois. La ville vient d'abriter des journées de l'entrepreneuriat où de nombreux jeunes ont été mobilisés. Voici le compte rendu de Patrick Christian Dobo et Kizito Koumae. Marius est un jeune Camerounais, bénéficiaire du projet CD2 AFOP et installé dans la ville de Bertois. Une aubaine pour cet agriculteur qui néanmoins continue de faire face à de nombreuses difficultés. Les difficultés sont au niveau des finances parce que les moyens sont aussi un peu limités et on se bat avec le peu qu'on a. Puisque le plantain ne dure pas comme d'autres cultures pérennes, c'est-à-dire après peut-être plus de 5 ans. Mais
Mais le peu de bananes plantées qui reste encore dans l'exploitation me permet quand même de supporter les traitements et même au niveau de la main-d'œuvre, au niveau des cultures maraîchères. Pour les coordonnateurs de la zone centrale et méridionale du programme AFOP, les journées entrepreneuriales sont établies pour analyser et encadrer le besoin de ces entrepreneurs en herbe. Les journées entrepreneuriales qui sont en train de se dérouler visent à faire prendre conscience aux jeunes de ce qu'ils rencontrent des problèmes installés isolément. Ils rencontrent des problèmes qu'ils n'arrivent pas à solutionner. Alors, au cours de ces journées entrepreneuriales, les uns et les autres vont ressortir ces problèmes dans les différents diagnostics et ensemble, nous allons voir comment les accompagner pour résoudre ces problèmes. L'avis est partagé par l'autorité régionale de l'agriculture qui profite de l'occasion pour rappeler aux jeunes les perspectives effectives dans ce secteur. Il est question de partir de l'exploitation à l'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'on doit quitter du stade de petite exploitation à quelque chose de plus expressif comme l'entreprise. Et c'est l'objectif du PCP à FOP aujourd'hui. Et la recommandation qui a été donnée, c'est de faire des remontées, c'est-à-dire des contraintes que ces jeunes éprouvent sur le terrain par rapport aux projets qu'ils ont mis en place. À terme, les journées de l'entrepreneuriat tenues les 16 et 17 juillet à Berthois ont surtout conjugué les efforts pour une meilleure production agricole dans la région de l'Est. Je vous propose à présent de découvrir l'une des richesses de la région de l'Est, le charbon de bois, un produit qui nourrit de nombreuses familles dans la localité d'Abomban Doum. Par exemple, plus de 1000 sacs de charbon sont vendus par mois. Voici un reportage que nous propose Lille Piedjou et Kizito Koumaï. Plus de 2 hectares de terrain à Abondoum consacrés uniquement à la transformation du bois en charbon. Nous sommes dans la région de l'Est, l'un des grands bassins de production du charbon. Face à la hausse de la demande en charbon de bois au Cameroun, hommes, femmes et jeunes s'intéressent de plus en plus à cette activité. Eric Narcisse Ngono est l'un des initiateurs de cette unité de transformation des rebuts de siège en charbon de bois après son séjour au Congo-Kinshasa. Je suis allé en aventure au Congo. Quand je suis arrivé au Congo, j'ai trouvé qu'on faisait de la carbonisation à Pokola. J'ai commencé aussi à me battre dessus. J'ai fait 3 mois, je travaillais pour quelqu'un qui ne me payait pas. Mais moi, je voulais seulement apprendre le travail. Je suis revenu, j'ai appris le travail pendant les 3 mois. Je suis revenu au Cameroun par Libongo. J'ai commencé la carbonisation là-bas. Je suis sorti de Libongo. Je suis revenu. J'ai entendu qu'il y a une société à Bomban. Je reviens à Bomban. Ils viennent trouver qu'il y a du bois en Agogo. Les gens prenaient du bois seulement pour brûler. Et les gens ne connaissaient pas ce que c'est que la carbonisation. Plus d'une 60aine de charbonniers s'activent au quotidien avec les moyens de bord à produire de l'or noir. Méline et Inès y ont déjà passé plusieurs années de leur vie dans cet amas de bois. Si aussi c'est pour chercher l'argent des beignets, l'argent des chaussures, bon, au lieu de déranger mes parents à la fin d'année, à la rentrée, que maman il faut les chaussures, il faut les sous-vêtements et autres. Je suis là pendant, disons, 10 ans. Donc par mois, je fais les fous de 50 à 60 sacs. Oui, et c'est là que je trouve mon compte pour nourrir ma petite famille. Les retombées de ce site de carbonisation ont changé la physionomie de ce village à la satisfaction des autorités traditionnelles, malgré les difficultés rencontrées. Abon a changé le village d'Abondon. Il devient la première activité dans ce village. Or avant c'était l'agriculture. Maintenant, dès l'arrivée des sociétés installées ici, le charbon est devenu la première activité. Ce qui fait que beaucoup de mentalités ont changé parce qu'il y a un peu de moyens. Grâce à l'accompagnement de la mairie et du ministère de l'Environnement, plus de 1000 sacs de charbon de bois sont produits mensuellement au Cameroun. Un réseau pour l'encadrement juridique et administratif des producteurs de ce combustible a été mis en place. Et c'est la fin du 13h. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin d'après-midi sur Canal 2 International.